Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce 20h, le décès de Maître Mbaye Jacques Diop, l'ancien maire de Rufisque, a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans des suites d'une maladie. Le parcours de l'homme, sa vie, son œuvre, c'est à suivre dans cette édition. La Tabaski célébrée ce lundi au Sénégal, à J-1, c'est partout l'effervescence. Kolda, à 24 heures de l'événement, la ville fait face à un gap de 50% d'approvisionnement en moutons. Dans ce journal, à suivre également un exemple d'intégration entre populations de Matam et de la Mauritanie. Malgré le fleuve qui les sépare, les deux peuples se fréquentent en parfaite communion. Et puis sur l'international, les souvenirs encore frais des attentats du 11 septembre 2001. 15 ans après, les États-Unis se souviennent toujours de la pire attaque terroriste de l'histoire qui a fait 3000 morts et plus de 6000 blessés. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Sénégal, donc endeuillé par le décès de Maître Mbaye Jacques Diop, l'ancien maire de Rufisque qui a quitté ce bas monde en début d'après-midi. Justement, notre correspondant à Rufisque est au domicile du défunt Ousseynou Thiam. Bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. J'imagine l'ambiance plutôt pesante là-bas. Absolument, cher Tidjane, hein. Il faut dire tristesse et consternation. Hein. Depuis donc l'annonce de la triste nouvelle, la disparition de Maître Mbaye Jacques Diop. C'est la ruée vraiment des proches, des parents et militants, donc au domicile ici à Mérina Rufisque, sa maison natale. Ça ne désemplit pas hein, depuis 13 heures, malgré les préparatifs de la Tabaski. Vraiment, les Rufisquois, la famille, ils ont vraiment tenu tous à venir compatir déjà à cette tristesse nouvelle. Voilà, c'est l'ambiance donc chez Tidjane qui prévaut pour le moment à Rufisque, un peu partout à Rufisque et actuellement ici aussi au sein de sa famille. Il faut retenir qu'on a prévu donc la levée du corps demain à 15h à l'hôpital principal chez Tidjane et l'inhumation aura lieu dans les heures qui suivent ici donc au cimetière de Thiawlène Rufisque où repose donc sa défunte mère chez Tidjane Diao. Merci Ousseynou Thiam. Mbaye Jacques Diop né le 15 janvier 1936 donc à Rufisque. Son parcours politique fut riche et son combat pour l'indépendance du Sénégal exemplaire. Retour donc sur la vie et l'œuvre de l'ancien maire de Rufisque, c'est avec Mame Biram Diouf. Son combat pour l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale n'a pas été de tout repos. Maître Mbaye Jacques Diop, qui tire sa révérence à l'âge de 80 ans, étant jeune déjà, a dirigé d'une main de fer l'Association nationale des porteurs de pancartes qui réclamait au général de Gaulle l'indépendance. Témoin de l'histoire politique du Sénégal, comme il l'illustre dans un livre biographique, Une vie de combat, Maître Mbaye Jacques Diop était attaché à son pays, à sa terre natale. Membre dès 1954 du bloc démocratique sénégalais, futur PS, socialiste, il le restera jusqu'en 2000 avant de rejoindre l'AFP. Démissionnaire de ce parti, Mbaye Jacques Diop fonda sa propre formation politique, le Parti du Progrès et de la Citoyenneté, parti qui allait fusionner avec le PDS en 2002. Avril 2012, l'ancien maire de Rufisque reprend la direction du PPC comme secrétaire général. Député durant plus de 2 décennies, à partir de 1981, c'est en 2004 qu'il occupe le poste de président du Conseil de la République pour les affaires économiques et sociales. Président honoraire également du Conseil économique, social et environnemental. L'ancien vice-président de l'Association des maires du Sénégal, co-rédacteur de la Charte de l'intérieur africaine socialiste, est aussi l'auteur de plusieurs publications. Merci à vous, Pape Faraning et Mame Biram Diouf. La disparition de Maître Mbaye Jacques Diop, une grosse perte pour le Sénégal. C'est le témoignage d'Abdoulaye Makhtar Diop qui soutient que l'homme a su dépasser des clivages politiques dans son pays. Les propos du grand Serigne de Dakar ont été recueillis par Pape Faraning. Les hommes qui ont contribué à l'indépendance du Sénégal n'ont pas la même vision que ceux qui
sont arrivés dans ce pays à l'âge adulte après que les fondements de l'État du Sénégal eurent été jetés. C'est tout à fait différent. C'est pour cette raison que des hommes de sa trempe pensent être au service de leur pays, quel que soit le régime en place, comme quelqu'un qui refuse de jeter son bébé, quelles que soient les mains qui le couvrent. Ce qui peut expliquer que, jeunes durant la période de Senghor, les Mamadou Dia, ils ont travaillé à l'indépendance du pays, ils ont pensé que c'était leur devoir d'accompagner tout régime pour participer au développement du pays. Donc moi j'ai dit qu'ils méritent la reconnaissance de la nation et je pense que tous les hommes politiques qui l'ont connu de près ou de loin, moi je retiens donc chez Mbaye Jacques la détermination, l'engagement dans le Parti socialiste, l'engagement au service de sa ville, l'engagement au service de l'association et jusqu'aux dernières années de sa vie, l'engagement auprès du président Macky Sall parce que c'était pour lui une manière de contribuer à la marche du pays. Abdoulaye Makhtar Diop, ancien camarade de parti également de Maître Mbaye Jacques Diop, donc retenez que la levée du corps est prévue ce lundi à partir de 15h. Ce sera à l'hôpital principal. C'est ce dimanche que les pèlerins ont effectué l'étape de Mouna, très importante dans le Hadj. L'imam de la mosquée de Médina, Rufisque, revient sur l'importance de la station d'Arafat. Il est également revenu sur l'importance du bélier lors de la fête de l'Aïd el-Kabir. Il est interrogé par Ousseynou Thiam. La station d'Arafat est un farata dans la religion musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hajju Arafa, Al-Hajju Arafa. Le Hajj, c'est Arafa. Même les malades qui sont en Arabie Saoudite, qui sont venus et qui sont tombés malades, on les amène à Arafa de par des ambulances pour faire le stationnement de Arafa. Celui qui ne fait pas la station de Arafa voit son Hajj vicié. Si vous êtes au Sénégal, ce qui est recommandé, c'est le jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour de Tabaski, a sacrifié 2 moutons. L'un, il l'a sacrifié pour lui-même. L'autre, il l'a sacrifié pour l'ensemble des musulmans de sa Oumma. Car il savait que tôt ou tard, il y aura des musulmans qui n'auront pas la possibilité d'acheter ce mouton-là. Justement, la Tabaski, nous sommes à jour J-1. La région de Kolda fait face à un gap de 50% d'approvisionnement en mouton à 24 heures de l'événement. Les prix du bélier varient entre 60 et 240 000 francs CFA, des prix jugés très élevés par les acheteurs. Abdoulaye Diallo. La région de Kolda a enregistré un déficit de plus de 50% d'approvisionnement en moutons de Tabaski. Lors du CRD préparatoire de la Tabaski, les besoins en moutons pour Kolda étaient estimés à 20 000 sujets, alors que la région ne compte en ce moment que 9 000 têtes de bélier. Et à l'heure actuelle, si on voit les effectifs, si on fait le total, donc on est en moyenne à 9 455 moutons. Si on fait le rapport 9 455 moutons par rapport à 20 000, on est au niveau de 47% de poussière. Ce qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint même les 50%. Donc il y a un déficit, il y a un gap en moutons qui est observé. Une situation qui influence le prix du bélier. Il y a un impact sur le plan prix. Au niveau des points de vente de Bounakan et de 6 kg, il y a des prix qui varient entre 60 000 et 240 000. Le prix le plus fréquent, c'est 65 000. Mais malheureusement, cette année, les moutons coûtent excessivement cher. Tu vois, des pères de famille et des mères de famille, durant presque une semaine, sont en train de faire des va-et-vient entre leur concession et le forail, mais jusqu'à présent, ils ne parviennent pas à trouver un bélier. Cette année, il se pourrait qu'il y ait beaucoup de familles à Kolda qui passeront la Tabaski sans bélier. Même 65 000 francs, il n'y en a même pas. J'ai discuté depuis 13 h, je suis là jusqu'à l'heure où nous sommes, à 18 h. Mais je ne parviens même pas à trouver un mouton avec 65 000 francs, ni 70 000 francs. Selon les revendeurs des moutons, les prix de revient des béliers sont très élevés à leur niveau. Là où nous avons acheté les moutons, les prix ils sont très chers. En plus du prix du mouton, il faut y rajouter celui du transport et celui de l'aliment. Ce sont des charges exorbitantes. Si l'on n'y prend pas garde, on risque de vendre à perte. L'année dernière, la région de Kolda avait enregistré plus de 20 000 têtes de moutons.
Abdoulaye Diallo, en plus du mouton, il faudrait également des couteaux, des machettes et même des haches. Des outils qui se vendent comme des petits pains au marché Atilène à l'approche de la fête avec des prix variant entre 300 et 2000 francs CFA. Nos reporters Dissa Prera et Mardien y ont fait un tour. Marché Tilène sur l'avenue Blaise Diagne à quelques heures de la Tabaski. Piétons et automobilistes se disputent la chaussée. Dans ce brouhaha, les vendeurs de couteaux font des affaires. Papaye vient juste d'acheter 4 couteaux. Pour les prix, le client les trouve abordables. Il y a des couteaux à 500 francs, à 1300 et à 1500 francs. Moi, j'ai acheté les grands couteaux. C'est plus facile pour dépecer le mouton. Les petits couteaux, c'est pour éplucher les oignons et autres pommes de terre. Mais vous savez, les femmes aujourd'hui ont leurs astuces. Couteaux, machettes, haches, toute la panoplie est présente sur le marché. Ce vendeur nous avoue que les affaires marchent bien en ces périodes de Tabaski. Ça fait 10 ans que je vends des couteaux. C'est une bonne période, mais ça marche un peu. J'ai des couteaux fabriqués en Allemagne, au Japon et en Italie. Modou Gueye, lui, est un habitué de ce commerce. Pour cette année, le commerçant a investi près de 75 000 francs CFA. Il en attend des bénéfices de 50 000 francs. Mais à son avis, les affaires ont mieux marché les années précédentes. Je vends des couteaux en période de Tabaski. Quelquefois, j'achète pour 50 000, 75 000 francs ou 100 000 francs. Et j'espère avoir des bénéfices de 50 000 francs. Le commerce de couteaux, une activité lucrative en ces périodes de Tabaski. Mais les conditions de sa vente devraient faire l'objet de réglementation selon quelques Dakarois rencontrés. En cette veille de fête de Tabaski, les ateliers de tenture ne sont pas pris d'assaut. À Grand Yoff, des Maliens qui s'activent dans ce secteur se sont confiés à nos reporters Diafaraba et Souleymane Touré. Et là, on me fait signe que l'élément n'est pas disponible. Et puis à moins de 24 heures de l'événement, la grande mosquée de Dakar et celle de Masalikul Jinan font la grande toilette. Sur place, les nattes de prière et autres accessoires sont remis à neuf. Les organisateurs veulent réserver aux fidèles un accueil chaleureux. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso et Diafaraba. À la grande mosquée de Dakar, l'heure est à la préparation pour la grande prière de l'Eid el-Kébir. Ici, le chef de l'État effectuera sa prière. Nous essayons de faire le mieux comme la mosquée. Les gens qui viennent, on essaie de faire nettoiement et faire accueillir les gens comme il faut. Événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, la grande mosquée de Masalikul Jinan n'est pas en reste. À Dakar, toutes les dispositions préparatoires ont été prises pour célébrer la fête de Tabaski. Donc, primo, on a pris toutes les dispositions nécessaires et sécuritaires pour la réussite de cette manifestation. Nous sommes en période d'hivernage. Djourin aussi, vraiment, il est parti demander au Khalif général de Mourides pour que vraiment on ouvre la mosquée pour prier là-dedans. L'accueil des fidèles se prépare, des instructions fermes données. L'imam, après la prière, il fait son sermon. Et après le sermon, il va l'immoler le sacrifice. Donc il faut attendre à ce que toutes les prescriptions soient faites pour que nous disposions pour d'aller alors vraiment dans nos maisons. On a des caisses pour le diwan dans la mosquée. On a autorisé à personne de demander de l'aumône au sein de la mosquée. Pour la célébration de la Tabaski ou l'Eid el-Kébir, des dispositions particulières sont prises à côté de l'aspect sécuritaire. Nous parlons de tout à fait autre chose, préservation de l'environnement à Dagana. Les jeunes artisans de la commune se lancent dans ce combat. À côté de leurs occupations favorites qui est l'artisanat, ils organisent des activités de reboisement dans tous les coins de la ville. Objectif, faire face à la désertification. C'est un reportage signé Habib Sek et Ousseynou Diop. À Dagana, l'association pour la formation au métier d'artisan regroupe des jeunes dynamiques. Depuis quelques jours, des journées de reboisement destinées à plusieurs sites dans la commune ont été organisées. À côté de leur métier,
ils veulent préserver l'environnement. Nous voulons renforcer les arbres qui sont à Dagana et qui sont en voie de disparition. Notre rôle n'est pas de reboiser les arbres, mais nous voulons appeler les villageois à reboiser ces arbres dans toute la commune. Pour la préservation des arbres au niveau communal, l'association pour la formation au métier d'artisan a pris des mesures. Les meilleurs élèves de la municipalité sont mobilisés. Nous avons confié ces arbres aux jeunes élèves de Dagana et au retour, si tout se passe bien, nous allons assurer les fournitures scolaires. La préservation de l'environnement est le mot d'ordre lancé par les jeunes de Dagana. Toutefois, l'association rencontre quelques difficultés. Nous avons beaucoup de difficultés pour le bon fonctionnement de l'association. Comme vous le savez, les jeunes n'ont pas de matériel pour le bon fonctionnement de l'association. C'est pourquoi nous avons mis en place cette association pour aider les jeunes. Dans ce combat qui vise à préserver l'environnement, les autorités locales et chefs religieux apportent leur soutien. Des prières ont été formulées à l'endroit de l'association pour des lendemains meilleurs. Un centre médico-social à Louga pour faciliter l'accès à un certain type de soins aux populations. C'est un projet de ressortissants de la capitale du Ndiambour qui n'attendent que l'autorisation des autorités pour démarrer les travaux. Ils ont réitéré leur demande à l'occasion d'une journée de consultation. Plus de détails avec notre correspondant Tchernofal. Cette année, la journée de consultation gratuite organisée par Ndiambour SOS Humanitaire a connu des innovations très importantes. L'année passée, dans le cadre, je vous donne un exemple, dans le cadre de la détection du col de l'utérus, on l'avait fait manuellement. Ce qui a que le nombre était moyen, on n'a pu avoir que 50 à 60 personnes. Cette année-ci, on a pris une machine qui nous vaut 1,5 million de location, qui peut prendre 500 personnes. On a cette année-ci aussi, dans le domaine de la tuberculose, on a eu une machine. Sur le plan du diabète, on a eu des spécialistes qui sont là, qui vont faire la détection du diabète. Lors de cette deuxième édition, les organisateurs ont aussi pris des dispositions pour satisfaire les besoins des personnes âgées. On a préféré cette année-ci avoir des consultations au-delà de 55 ans. On va avoir des tests de prostate. On a eu 250 kits qui sont là. Au-delà de ces journées de consultation gratuite, Ndiambour SOS Humanitaire a un projet d'implantation à Louga d'un centre médico-social pour permettre aux Lougatois d'accéder facilement à certains types de soins. Le centre médical, c'est l'objectif visé. Mais il faudrait qu'on ait l'autorisation. Il faut qu'on ait l'autorisation du centre, l'implantation du centre pour pouvoir continuer. Ce n'est pas que l'appareil de dialyse. On va avoir d'autres appareils de radiographie, énormément de trucs. Cette année, plus d'1 millier de patients a été consultés et soignés gratuitement par l'équipe médicale mobilisée par Ndiambour SOS Humanitaire. Un peu plus au nord, Tchernofal, Matam, Mauritanie. Les habitants des deux rives louent la cohabitation entre les deux communautés. Les Mauritaniens du village de Réau, en effet, effectuent chaque matin la traversée du fleuve pour venir s'approvisionner au marché de Matam. Le scénario est le même pour les Sénégalais. Un exemple d'intégration sous-régionale à suivre. Ibou Diouf. Al-Jassi vient tous les matins s'approvisionner au marché de Matam. La Mauritanie et le Sénégal, c'est presque la même chose. Nous venons chaque matin nous approvisionner dans ce marché. Elle n'est pas la seule. Neneba aussi quitte Réau, ce village de la Mauritanie, pour se rendre à Ourossogui, où elle tient une cantine. Je quitte la Mauritanie et je passe la journée à Ourossogui. J'ai une cantine et je vends là-bas. Du côté des Sénégalais, également c'est pareil. Ce jeune homme travaille dans un village en Mauritanie. 12 ans, 2002, la Mauritanie. Depuis 2002, je suis en Mauritanie et je gagne bien ma vie. J'élève là-bas des moutons et j'ai mon propre business. La sécurité est assurée pour la traversée. Le gilet de sauvetage, une obligation. Le prix de la traversée est de 150 francs CFA. Le gilet de sauvetage est une obligation. Nous veillons à cela.
Le prix du transport est faible, mais nous faisons avec. Nous effectuons la traversée dans ces pirogues à moteur. L'aller et le retour nous coûtent 300 francs. Dans cette partie du Sénégal, la relation entre Sénégalais et Mauritaniens est plus que jamais solide, un exemple de fraternité entre ces deux peuples. Ibou Diouf ne comprend pas Poulard, c'était plutôt Alassane Ba et Modou Diop. 15 septembre 2001, 15 septembre 2016, voilà 15 ans, jour pour jour, que les États-Unis ont été frappés par un attentat terroriste. En effet, les tours du World Trade Center ont été touchées, bilan 3000 morts et plus de 6000 blessés. Et c'est le début d'un combat acharné contre le terrorisme comme principale cible. Osama Ben Laden. Ibou Diouf pour plus de détails. Ces images avaient mis à genoux toute une puissance, le symbole de toute une république touchée. Nous sommes le 11 septembre 2001. L'Amérique et la planète tout entière ont assisté à une attaque sans précédent. 4 avions de ligne, tous détournés par 19 terroristes, dans la matinée du 11 septembre vers 8h45. 2 avions sont projetés sur les tours jumelles du World Trade Center à Manhattan, en plein cœur de New York. Quelques minutes après, un autre avion sur le Pentagone, plus particulièrement au siège du département de la Défense à Washington. Toutes les personnes à bord ont péri et ceux travaillant dans ces immeubles aussi. Un 4e avion volant en direction de Washington s'écrase dans le Pennsylvanie. Sans nul doute, les attaques du 11 septembre seront parmi les plus meurtrières de l'histoire. Le bilan est lourd, 6291 blessés, 2973 morts. Les dégâts matériels sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Sur l'ensemble des victimes, 310 étaient de nationalité étrangère, dont 67 britanniques. Les événements du 11 septembre ont été vécus presque en temps réel par des centaines de millions de téléspectateurs grâce à des images en boucle dans les plus grandes chaînes de télévision. Des attaques attribuées à Al-Qaïda et que les 19 terroristes étaient membres de cette organisation sous le commandement d'Oussama Ben Laden. La guerre au terrorisme a pris depuis ce jour une nouvelle dimension avec comme principale cible Ben Laden. Il sera traqué pendant plus de 10 ans avant de tomber au Pakistan, plus précisément à Bilal, dans la périphérie d'Abbottabad, le 2 mai 2011. Chaque année, le gouvernement américain ainsi que les familles des victimes se rappellent de ces milliers de morts dans une ambiance de prière et de recueillement. Ibou Diouf, merci. C'était le dernier élément de ce journal. À retenir l'information de la journée, le décès ce dimanche de Maître Mbaye-Jacques Diop, l'ancien maire de Rufisque qui a tiré sa révérence à l'âge de 80 ans des suites d'une maladie. La levée du corps prévue ce lundi à 15h à l'hôpital principal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.